Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'approfondir une notion déjà abordée qui est la fonction d'allocation des ressources, à partir d'une ressource particulière qui est la cigarette. On va donc se donner pour objectif principal de savoir expliquer les effets possibles d'une mesure fiscale sur l'usage d'une ressource à partir de l'exemple de la taxation des cigarettes et en utilisant les notions et savoir-faire au programme. Des notions et savoir-faire qui, vous le voyez, sont relativement nombreux, mais qui, pour la plupart, ont déjà été abordés en classe ou dans des vidéos précédentes. L'incidence fiscale a été mise entre parenthèses, car c'est un savoir-faire qui n'est plus directement au programme, mais qui va s'avérer très utile pour atteindre notre objectif. On va procéder en 5 temps. On va d'abord se demander pourquoi taxer la consommation de cigarettes, puis on verra les effets de la taxation des cigarettes selon l'élasticité prix de la demande, c'est là qu'on abordera l'incidence fiscale. On verra ensuite quelle corrélation on peut trouver entre taxation des paquets et consommation de cigarettes. Puis on étudiera dans un 4e point l'élasticité prix de la demande en cigarettes, avant de terminer dans un 5e temps sur un bilan et sur ce qu'il faudra retenir de cette vidéo. Premier temps, pourquoi taxer la consommation de cigarettes? Taxer les cigarettes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Néanmoins, le gouvernement actuel a remis cet objectif à l'ordre du jour puisqu'il envisage de passer le paquet de tabac à 10 € d'ici à 2020. Sachant que la cigarette est un produit qui est déjà fortement taxé puisque, vous le voyez, 82% du prix d'une cigarette est constitué de taxes. Dès lors, pourquoi augmenter encore les taxes sur le tabac? Une première raison possible pourrait consister à dire que les fumeurs sont des individus irresponsables et donc il faudrait les contraindre, malgré eux, à prendre soin de leur santé. Cet argument, généralement, n'est pas considéré comme recevable si l'on estime que chacun est libre de faire ce qu'il veut au nom du principe du respect du droit de propriété sur soi-même. Chacun dispose d'un droit de propriété sur son corps, libre à lui de vouloir le détériorer ou non. Il faut donc chercher d'autres raisons. Ces raisons, on va les trouver dans les documents que je vous propose maintenant. Pour les économistes, le fait de taxer la consommation de cigarettes se justifie en général car cette action génère des externalités négatives. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous propose de mettre cette vidéo en pause et de montrer en quoi ces 3 documents permettent de montrer que la consommation de cigarettes génère des externalités négatives. Alors l'exemple du tabagisme passif montre clairement qu'un fumeur procure du désagrément pour les personnes situées immédiatement à côté de lui. Le premier graphique permet de montrer que les dépenses de santé ont fortement augmenté. Elles représentaient en 2015 8,9% du PIB, d'après le ministère de la Santé. Le deuxième graphique permet de montrer que l'essentiel des dépenses de santé sont des dépenses publiques. Autrement dit, les dépenses occasionnées pour soigner les fumeurs malades sont financées par la collectivité. Ce sont donc majoritairement des individus qui ne fument pas qui payent pour soigner les fumeurs qui seraient éventuellement malades du fait de leur comportement. Il y a donc bien là une externalité négative puisqu'on fait peser sur la collectivité le paiement des soins apportés aux fumeurs malades. Alors quels sont les effets de la taxation des cigarettes? C'est le principe de l'incidence fiscale. Alors pour comprendre les effets de la taxation sur le fait de continuer de fumer ou d'arrêter de fumer, on va prendre 2 cas de figure. Un cas où la demande en cigarettes, c'est-à-dire la demande des fumeurs, est fortement élastique au prix, et un cas où la demande est faiblement élastique au prix. Donc on part d'une situation d'équilibre où 100 cigarettes sont échangées à un prix moyen de 6 €. Donc ici, il n'y a pas, pour l'instant, de taxe encore mise en place. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que tant qu'il n'y a pas de taxe, eh bien, le prix payé par le consommateur, donc 6 €, est le même que le prix reçu par le vendeur, 6 €. Les choses changent lorsqu'on met en place une taxe. Donc on imagine que la mise en place de la taxe fait passer le prix du paquet de cigarettes de 6 à 8 €. C'est donc le prix payé par les consommateurs après la taxe. Vu que le paquet de cigarettes est plus cher, eh bien, un certain nombre de fumeurs arrêtent de fumer. Donc ici, il y a 50 cigarettes de moins qui vont être vendues. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'à partir du moment où le paquet de cigarettes est taxé, eh bien, le prix payé par le consommateur ne va plus être le même que le prix perçu par le vendeur.
En effet, ici, si le consommateur paye 8 € son paquet, en réalité, le vendeur ne va percevoir, lui, que 3 €. Alors comment cela est-il possible? C'est le principe de l'incidence fiscale. Ce qui va se passer, sur le rectangle orange, ici, on a la part de taxe supportée par le fumeur qui continue de fumer. Là, évidemment, ceux qui continuent de fumer malgré la taxe, acceptent de payer de la taxe supplémentaire. En revanche, un certain nombre de fumeurs arrêtent de fumer. Autrement dit, tous les fumeurs qui arrêtent du fait de la taxe font diminuer le bénéfice des vendeurs de cigarettes. On voit ici, puisque l'élasticité prix de la demande est forte, il y a un grand nombre de fumeurs qui arrêtent de fumer, et donc l'essentiel de la taxe, au fond, du fait de la perte des bénéfices, l'essentiel de la taxe est supporté par les vendeurs de cigarettes. On peut même chiffrer ces pertes et remarquer que globalement, les fumeurs prennent en charge pour 100 € de taxes, alors que les vendeurs prennent en charge l'équivalent de 150 € de taxes à travers des pertes de bénéfices. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et faire le même exercice à partir du deuxième cas de figure et imaginer les conséquences possibles de la mise en place d'une taxe qui ferait passer le prix du paquet de cigarettes de 6 à 8 €. Alors même principe que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, vous voyez, par rapport au premier graphique, l'essentiel de la taxe n'est plus supporté par les vendeurs de cigarettes, mais elle est supportée par les fumeurs. Puisque ici, l'élasticité prix de la demande est faible, ça veut dire qu'il y a peu de fumeurs qui arrêtent de fumer du fait de la taxe, et donc, de fait, les bénéfices des vendeurs sont faiblement impactés par la taxe. Si on imagine que le nombre de cigarettes passe de 100 à 90, et que le prix perçu par les vendeurs passe de 6 à 5, on voit ici que l'essentiel de la taxe est bel et bien supporté par le fumeur. Donc on a 180 € de taxes supportées par le fumeur, 90 € de taxes supportées par les vendeurs. Donc on a une première conclusion ici qui s'impose, c'est que la taxation est efficace si l'élasticité prix de la demande est forte, mais elle est supportée principalement par les vendeurs. Troisième temps, quelle corrélation entre taxation des paquets et consommation de cigarettes? Pour savoir dans quelle mesure la taxation des cigarettes est efficace pour diminuer l'usage ou la consommation de cigarettes, on va s'appuyer sur les données fournies par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. À partir de ces données, je vous invite à représenter graphiquement ces données sur Excel dans un nuage de points. Pour ça, vous allez dans Insertion, puis dans Nuage de points. Vous ferez apparaître ensuite la courbe de tendance ainsi que l'équation de cette courbe. Donc vous ferez un clic droit, puis afficher une courbe de tendance, puis afficher l'équation. Et enfin, vous montrerez quelles informations nous donne le graphique obtenu et le coefficient directeur de l'équation de la courbe de tendance. Pour ça, vous pourrez vous référer, si vous avez un trou de mémoire, à la vidéo La démarche de l'économiste. Donc j'espère que vous êtes parvenu, vous avez dû obtenir un graphique qui ressemble à ça. De manière à rendre les choses un peu plus claires, on va rappeler que Y ici représente les quantités de cigarettes demandées, Q, et X représente le prix d'un paquet de cigarettes, P. Autrement dit, on peut écrire l'équation sous cette forme. On a ici une fonction de demande. La fonction de demande en cigarettes selon le prix. Le coefficient directeur de cette fonction renvoie à un savoir-faire que nous avons déjà abordé dans une vidéo précédente. Et ce coefficient directeur s'appelle la propension marginale. En l'occurrence ici, la propension marginale à fumer, qui peut s'interpréter de la façon suivante. Quand le prix d'un paquet de cigarettes augmente de 1 €, alors le nombre de cigarettes consommées diminue en moyenne de 9582,8 unités. Donc ce qui se dégage de ce graphique, c'est qu'on a ici une fonction décroissante, ce qui signifie que l'élasticité prix de la demande est négative. La cigarette est donc un bien typique, c'est-à-dire que plus la cigarette coûte cher et moins, en moyenne, il y a de cigarettes consommées. Pour autant, ce graphique ne suffit pas à dire si cette élasticité est forte ou faible. Il faut donc la calculer. C'est ce que l'on va faire maintenant. On va étudier l'élasticité prix de la demande de cigarettes. Revenons sur nos données de départ. Je vous invite à me rappeler la formule de calcul d'une élasticité prix de la demande. Donc vous savez que l'élasticité prix de la demande se calcule en faisant le rapport entre le taux de variation des quantités et le taux de variation des prix. Alors cette formule ici ne va pas être forcément très efficace puisque, par exemple, vous le voyez ici, en 2014, 2015, 2016, le prix n'a pas changé et donc il sera impossible sur cette période de calculer
l'élasticité prix de la demande. Donc pour pouvoir faire ça, il faut qu'on réécrive un petit peu notre formule en disant que le taux de variation des quantités s'écrit delta Q sur Q. Delta, ça veut dire quoi? Delta, c'est la différence. Le delta des quantités, donc par exemple entre 2001 et 2000, sera le résultat de la différence entre 83 464 et 82 514. Même chose avec le taux de variation des prix qui peut s'écrire delta P sur P. Et là encore, entre 2001 et 2000, delta P est égal à la différence entre 3,35 et 3,2. Donc on peut réécrire la formule de l'élasticité sous cette forme, ou bien encore comme ça. Quel est l'intérêt de l'écrire sous cette forme? C'est que si delta est très petit, alors le rapport delta Q sur delta P désigne la dérivée de la fonction de demande par rapport au prix. Et donc ça va se noter d rond Q sur d rond P. On arrive donc à la formule de l'élasticité prix de la demande qui peut s'écrire de cette façon. Pour rappel, la fonction de demande étudiée, prenez cette forme-là. Je vous invite maintenant à mettre cette vidéo en pause et à remplir la dernière colonne du tableau. Aidez-vous pour cela d'une formule automatique sur Excel, puis à calculer l'élasticité moyenne sur l'ensemble de la période. Là aussi, vous pouvez utiliser une formule automatique sur Excel. Donc on a besoin d'abord de retrouver la dérivée de cette fonction. Donc ici, c'est une fonction affine, dont la dérivée d'une fonction affine est une fonction constante. Donc ici, moins 9582,8. Il ne reste plus donc pour chaque année qu'à multiplier ce chiffre par le rapport P sur Q. Et vous obtenez les résultats suivants. À la suite de quoi, vous pouvez calculer l'élasticité prix de la demande moyenne sur l'ensemble de la période et vous trouvez normalement moins 0,95. Comment interpréter mon résultat? Je vous renvoie à votre fiche outil sur cette question ainsi que à la vidéo consacrée à la notion d'élasticité. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à interpréter précisément ce résultat. Alors première étape, là je réponds à la question de départ. En moyenne, entre 2000 et 2016, d'après les données fournies par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, lorsque le prix du paquet de cigarettes de la marque la plus vendue augmente de 1%, alors le nombre total de cigarettes consommées diminue de 0,95%. Deuxième étape, j'analyse le signe de l'élasticité. Elle est ici négative, ce qui veut dire que prix et demande varient en sens inverse. On a donc bien la confirmation que la cigarette est un bien typique. Troisième temps, j'analyse la valeur de l'élasticité sans son signe, c'est-à-dire sa valeur absolue. On rappelle qu'il y a 3 cas de figure possibles selon que la valeur absolue de l'élasticité est égale, inférieure ou supérieure à 1. Donc dans le premier cas, la demande varie proportionnellement au prix. Dans le deuxième cas, elle varie moins que proportionnellement au prix. Dans le troisième cas, elle varie plus que proportionnellement au prix. Donc puisqu'ici on a une élasticité de moins 0,95, on est dans le deuxième cas. La valeur absolue est donc inférieure à 1. C'est une élasticité donc qui est plutôt faible, mais pas très faible quand même, puisque vous voyez, on est presque à 1. Bilan, ce qu'il faut retenir. Première chose, c'est que la surconsommation de cigarettes crée un excès d'externalités négatives. Ce qui au fond renvoie à quelque chose qu'on a déjà abordé, qui était les défaillances de marché. Et donc en l'absence de taxation, on peut imaginer qu'il y aura un excès d'externalités négatives liées au fait que les fumeurs ne seraient pas suffisamment incités à ne pas fumer. Deuxième chose à retenir, c'est que toute modification de la fiscalité sur un produit a une incidence fiscale. Le poids d'une taxe ou impôt est payé à la fois par le consommateur et le producteur. Dans le cas de la cigarette, on a vu que la taxe était payée par le fumeur qui continue de fumer, malgré la taxe, que la taxe était payée par le producteur à travers des pertes de bénéfices à chaque fois qu'un fumeur arrêtait de fumer ou diminuait sa consommation du fait de la taxe. Troisième élément à retenir, c'est celui dont l'élasticité prix est la plus faible, qui supporte la majorité du poids de la taxe ou de l'impôt. Dans le cas de la cigarette, là encore, on a vu que la taxe est principalement payée par le fumeur s'il est peu sensible au prix, alors qu'elle est majoritairement supportée par le producteur dans le cas contraire. On a vu également, d'après les données que nous avons étudiées, qu'il existe une corrélation négative entre la consommation de cigarettes et le prix du paquet. La taxation est donc une mesure relativement efficace pour réguler la consommation de cigarettes. Cette corrélation, elle est significative, puisque l'élasticité prix de la demande n'est pas nulle et est proche de 1.
mais elle n'est pas extrêmement forte, puisqu'elle est quand même inférieure à 1. Et enfin, dernier élément à retenir, la hausse de la fiscalité sur le tabac réduit la consommation de tabac, mais devrait être plus forte pour avoir des effets vraiment importants sur la baisse de la consommation. Sachant qu'il y a deux limites à l'efficacité de la fiscalité. Première limite, celui d'une forme d'évasion fiscale. Plus le prix de la cigarette va augmenter et plus les fumeurs vont être tentés d'utiliser des cigarettes achetées à l'étranger. C'est souvent l'argument retenu par les buralistes, les vendeurs de cigarettes, en disant que augmenter les taxes fait augmenter le trafic de cigarettes, mais ne fait pas forcément diminuer le nombre de fumeurs. Deuxième limite, celui de l'inégalité. En effet, la proportion de fumeurs est plus élevée parmi les ménages pauvres que parmi les ménages riches. Et donc augmenter les taxes, finalement, revient à faire peser davantage le poids de la taxe sur les plus pauvres que sur les plus riches.